Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En s'intéressant à l'hésitation prolongée entre le son et le sens, qu'était le poème selon Paul Valéry, au 8e numéro de la série que la communauté des radios publiques de langue française consacrait à Roman Jakobson en 1977, Rosine et Robert Georgin proposaient aux auditeurs de France Culture de poursuivre l'exploration de ce qu'avait été l'immensité des recherches poétiques du grand linguiste. Par cette hésitation, par ce jeu avec la dualité des signes, la poésie renforce notre sentiment du langage, notre intuition et notre compréhension de ce qui est le sens et de ce qui est le son, disait Jakobson dans cette émission, en affirmant que sans cette action de la poésie, la langue ne serait pour nous qu'un cadavre. En rappelant que grâce à sa maîtrise d'une vingtaine de langues, Roman Jakobson s'était forgé la certitude que la poésie était un phénomène universel, ce 8e volet de la série multipliait les exemples illustrant la définition de Valéry et les conclusions des recherches de Jakobson par des interventions de Robert Georgin et Mitsurona, ainsi que par des lectures extraites des œuvres de Mallarmé, Baudelaire, Verlaine, Queneau et Marc Papillon, seigneur de la Frise. Hommage à Roman Jakobson, 8e d'une série de 14 émissions, La sonorité poétique, diffusée la première fois le 26 novembre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 8e émission, La sonorité poétique. Avec des déclarations de Roman Jakobson, Mitsurona, Robert Georgin. Et des textes de Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Marc Lafrise de Papillon, Raymond Queneau, Paul Valéry, Paul Verlaine. Une émission de Robert et Rosine Georgin. J'ai approché les poètes des époques diverses. Je peux citer les poètes dont je me suis surtout occupé. C'est Villon, François Villon. Ce sont Malherbe et Du Bellay. Sur Du Bellay, j'ai publié une longue étude. C'est la poésie du classicisme français. Ce sont ensuite Baudelaire et Nerval. C'est Marceline de Bois-Valmore. Et puis, ce sont, près de Mallarmé, Rimbaud et Verlaine. Et finalement, j'ai analysé, pour voir de plus près, la structure de leurs poèmes, les poètes de notre époque, en particulier Aragon. Cette déclaration de Roman Jakobson est trop modeste dans la mesure où, s'adressant à un public francophone, il omet de citer ses travaux portant sur d'autres langues que le français. Ajoutons, pour faire le poids, des études sur la métrique slave, sur la rythmique allemande, sur la terza rima italienne, sur le sonnet espagnol, sur les madrigalistes anglais, etc. Au total, des analyses de poétique comparée portant sur 19 langues. L'importance de son apport tient pour une part au fait que Jakobson met en lumière ce qu'ont en commun les poésies de langues aussi différentes que les indo-européennes et les autres, comme les agglutinantes par exemple. Et ce qu'il découvre en premier, c'est la vérification d'une remarque de Valéry, constatant que le poème est une hésitation prolongée entre le son et le sens. La dualité du signe, son d'une part et sens de l'autre,
est un phénomène évident pour la théorie et pour l'activité des poètes depuis des siècles, on peut même dire depuis des millénaires. L'hésitation, comme le dit Valéry, entre ces deux aspects du signe, c'est le moyen, ou plutôt les moyens poétiques, de nous montrer vivement ce dualisme, de dénuder les deux pôles, et c'est grâce à cette action-là que la poésie renforce notre sentiment du langage, notre intuition et notre compréhension de ce qui est le sens et de ce qui est le son. Je suis sûr que c'est une action de la poésie sans laquelle la langue ne serait pour nous qu'un cadavre. Je suis sûr que la poésie est un phénomène universel. Je ne connais pas de communauté où la poésie n'existerait pas. Et ça, c'est très important. Comme il n'y a pas de communauté sans langage, que l'homme est toujours sujet parlant, excepté des cas tout à fait pathologiques, on peut dire la même chose à propos de la poésie. Même des gens qui se disent anti-poétiques, qui nient l'importance de la poésie, sont en vérité toujours positivement ou négativement en rapport avec la poésie. La puissance des vers tient à une harmonie indéfinissable entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Indéfinissable entre de la définition. Cette harmonie ne doit pas être définissable. Quand elle l'est, c'est l'harmonie imitative, et ce n'est pas bien. L'impossibilité de définir cette relation, combinée avec l'impossibilité de la nier, constitue l'essence du vers. Le poème, cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Cette citation de Valéry confirme un fait d'expérience. Le poète est toujours en avance sur le linguiste ou le critique pour l'analyse de son art. Il se trouve néanmoins que l'étude de la poésie a fait d'énormes progrès ces dernières années. D'une part parce que Roman Jakobson a fait école, d'autre part parce que certains travaux réalisés en milieu universitaire ont bénéficié d'un outil technologique hautement sophistiqué. Robert Georgin explique dans quelle direction ont porté ses recherches. Cette hésitation prolongée entre le son et le sens que constate Valéry semble effectivement une caractéristique essentielle de la poésie dans toutes les langues qu'on a étudiées jusqu'ici. Et cette hésitation-là s'organise à plusieurs niveaux. D'abord, le poème est conçu comme un redoublement des mêmes sonorités. Il est aussi conçu comme un redoublement du même sens. Chaque poème dit plusieurs fois de suite la même chose en s'arrangeant pour que les mêmes sons soient employés
et en jouant sur l'équivoque entre les sons. Dans les systèmes poétiques basés sur la rime, comme le français, le redoublement du sens et du son est frappant. La rime est une structure de répétition qui joue comme le retour obsédant de la même note musicale. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant encore, c'est que cette répétition du même son s'arrange aussi pour être une réitération, un rappel du sens. Raymond Queneau a fait à cet égard des observations qui sont très remarquables à propos de la poésie de Mallarmé. Il a constaté que la rime seule ou le petit groupe de mots qui se trouve à la rime suffit à donner le sens du poème. Soit par exemple le célèbre sonnet de Mallarmé qui s'intitule « Le tombeau d'Edgar Poe ». Voici le sonnet dans son intégralité. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre, oyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nue hostile, ô grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de Poe éblouissante s'orne, calme bloc ici-bas, chu d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème et part dans le futur. Voici maintenant la réduction opérée par Queneau. Change, nu, pas connu, étrange. L'ange de la tribu, sortilège bu, noir mélange, ô grief. Un bas-relief s'orne d'un désastre obscur, sa borne dans le futur. Eh bien, on constate un parallélisme assez étonnant entre les deux poèmes. Le sonnet intégral apparaît comme un redoublement incantatoire du petit groupe de mots qui se trouvent à la rime. Mais il faut préciser que tel n'est pas toujours le cas. Ce qui semble général, c'est une extraordinaire densité du sens autour de la rime. Mais parfois le sens qui surgit en isolant la rime apparaît en contradiction avec le sens apparent du poème. Par exemple, les hymnes spirituels écrits par Racine, si on les réduit au groupe de mots entourant la rime, font surgir des images amoureuses profanes qui sont en contradiction avec le sentiment d'élévation religieuse ouvertement affiché. Donc voilà un premier exemple qui prouve, me semble-t-il, à quel point la connivence entre le sens et le son apparaît capitale. Il est d'autres exemples de cette connivence-là et d'autres exemples d'autant plus surprenants qu'ils sont le fruit de recherches menées en laboratoire. Prenons par exemple un vers premier, qui est celui-ci. La mort thésaurise les roses. Et faisons jouer des phénomènes d'expérimentation statistique pour modifier les mots qui se trouvent dans ce vers, mais en maintenant les mêmes sons. Eh bien, on obtient par exemple les variantes suivantes. Je thésaurise l'air et aussi quel oiseau thésaurise l'air. Bien, le centre de ces trois vers est évidemment le verbe thésauriser. Et c'est l'or que normalement on thésaurise. Mais si les expérimentateurs ont uniquement retenu
à partir de la version première, la mort thésaurise les roses, deux autres versions subsidiaires, je thésaurise l'air et quel oiseau thésaurise l'air, c'est parce que l'équivalence phonique entre rose, mort et air aboutissait à une équivalence de sens. Or, on remarquera que le mot clé, celui autour duquel s'organisent toutes ces équivalences, c'est-à-dire le mot or, n'apparaît dans aucune de ces trois versions, il est sous-entendu. Donc, il n'y a aucun doute possible, l'hésitation prolongée entre le son et le sens dont parle Valéry est un fondement de la poésie. Mais les poètes l'ont pressenti longtemps avant les linguistes. Des paroles inconnues chantèrent-elles sur vos lèvres, lambeau maudit d'une phrase absurde. Je sortis de mon appartement avec la sensation propre d'une aile glissant sur les cordes d'un instrument, traînante et légère, que remplaça une voix prononçant les mots sur un ton descendant. La pénultième est morte. De façon que la pénultième finit le vers et est morte se détacha de la suspension fatidique plus inutilement en le vide de signification. Je fis des pas dans la rue et reconnus en le son nul la corde tendue de l'instrument de musique qui était oublié et que le glorieux souvenir certainement venait de visiter de son aile ou d'une plante. Et, le doigt sur l'artifice du mystère, je souris et implorai de vœux intellectuels une spéculation différente. La phrase revint, virtuelle, dégagée d'une chute antérieure de plumes ou de rameaux, dorénavant à travers la voix entendue, jusqu'à ce qu'enfin elle s'articulât seule, vivant de sa personnalité. Cette hésitation prolongée entre le son et le sens qui caractérise la poésie s'accompagne pour Jacobson d'une autre évidence, à savoir qu'il existe un symbolisme universel des sons. L'exemple qu'il cite le plus fréquemment à la suite de Mallarmé, du reste, est celui de OU, considéré partout comme voyelle sombre, en opposition à I, ressenti comme voyelle claire. Roman Jacobson. Le OU et le I sont vraiment, du point de vue purement acoustique, sont l'un plus sombre que l'autre. Le OU a une tonalité sombre et il y a une tonalité claire. Mais c'est aussi tout à fait net que ces phénomènes-là, d'une façon patente ou latente, sont toujours donnés dans le langage, chez l'enfant, comme on a montré maintes fois, ce sentiment des sons exprimant des objets plus grands ou plus petits, plus sombres et plus clairs, etc. C'est une intuition de l'enfant, c'est tout à fait clair pour lui. Et d'autre part, on a des expressions très nettes dans la poésie seulement. Cette sémantique directe des sons, il ne faut pas la simplifier trop, il ne faut pas chercher une universalisation du rôle sémantique que les sons jouent chez divers poètes, chez diverses personnes, etc. Il y a là beaucoup de variétés, mais la variété n'exclut aucunement une grande unité foncière. L'unité foncière reste. Et je dirais même plus, il y a un rapport qui est un rapport psychologique, neurologique, entre les sons du langage, les couleurs
et d'autres phénomènes des 5 sens. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Mitsu Rona. C'est un professeur du conservatoire à Paris qui a comme problème de faire parler les acteurs et de les faire parler bien dans un certain registre pour les textes qu'ils doivent réciter. Et ça l'a amené à faire une étude de psychologie des sons. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a compté quelque chose comme 250 000 phonèmes de nombreux textes classiques et modernes. Et en faisant une certaine catégorisation, il en a fait des graphes de fréquences. Il a montré qu'il y a effectivement des textes graves, des textes aigus, et que ça correspond à des sujets spirituels ou des sujets sensuels, qu'il y avait des textes intravertis, des textes extravertis. Effectivement, Molière a le graphe opposé à Pascal. Dans 2 poèmes de Baudelaire, l'un allant vers la spiritualité, l'autre vers la sensualité la plus profonde, le graphe est tout à fait inversé, les aigus d'un côté, les graves de l'autre. Enfin, il y a une sorte de correspondance typique et même prédictive de la fréquence de certaines sonorités avec des catégories qu'il donnerait comme psychologiques, des catégories assez simples. C'est assez amusant parce qu'effectivement, là, on dépasse tout à fait le conscient. Personne ne peut maîtriser consciemment la qualité des phonèmes qu'il utilise. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocante et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je pleure, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. On nous pardonnera d'avoir cité en exemple ce poème de Verlaine, pur produit de pacotille pour Demoiselle Enamourée. Il illustre admirablement à quel point un texte peut avoir une dominante claire ou sombre, selon les cas. Ici, c'est évidemment l'obscur qui l'emporte. Mais comment la poésie utilise-t-elle ce symbolisme des sons ? Robert Georgin. Eh bien, je voudrais d'abord illustrer par un exemple à quel point cette symbolique des sons est universelle. Aussi, je prie les auditeurs que les jeux de société amusent de se munir d'une feuille de papier et d'un crayon. Durant le temps qu'ils s'en munissent, j'aurai le temps de faire une remarque concernant toujours l'équivalence entre le son et le sens sur laquelle est basée cette émission. Et encore une fois, il s'agit toujours d'une expérience faite en laboratoire. Soit les 2 vers suivants. Le feu piège l'eau, le sang charme la pierre. Manifestement, le ressort de ces 2 vers est l'homophonie entre pierre et piège. On ne peut à proprement parler ici d'équivalence entre son et sens, tellement pierre et piège sont voisins phonologiquement à tous égards. Et pourtant c'est encore de la même équivoque qu'il s'agit ici. Mais cette équivoque, elle est beaucoup plus subtile encore que dans les cas précédents, car elle aboutit à confondre le son et les catégories grammaticales. La ressemblance phonique
entre le substantif pierre et le verbe piège a pour conséquence de confondre les catégories grammaticales du verbe et du substantif. Et on voit par cet exemple à quel point la poésie est jeu sur le langage, puisqu'elle menace même la structure syntaxique de la langue. J'espère que vous avez maintenant une feuille de papier et un stylo. Tracez sur le papier 2 figures géométriques qui ressemblent très vaguement à des cercles. Sauf que l'une de ces figures est totalement hérissée d'angles aigus et l'autre totalement faite avec des molles rondeurs. Et peu importe que le dessin soit irrégulier, ce qui compte, c'est d'un côté les rondeurs molles, de l'autre les angles aigus. Inscrivez maintenant sur un bout du papier les vocables suivants. Maluma, M, A, L, O, U, M, A, d'une part, et d'autre part, Takété, T, A, K, E, T, E. Ces vocables n'appartiennent à aucune langue connue. Pourtant, si je vous demande laquelle de ces 2 figures géométriques est Maluma et l'autre Takété, vous n'aurez pas la moindre hésitation. La figure hérissée d'angles aigus est Takété, celle faite de rondeurs est Maluma. Je précise que cette expérience est valable à l'échelle planétaire, quelle que soit la langue parlée par l'expérimentateur. Il y a donc un symbolisme universel des sons. Le poète manie ce symbolisme. Il est celui qui rend un texte sombre ou clair selon son humeur, selon qu'il cherche à écrire un texte en accord avec son humeur ou, au contraire, obtenir un effet de contraste. On remarquera qu'à cet égard le poète est comme l'enfant. L'enfant qui fait l'apprentissage du langage joue avec les sons comme avec des objets, car il ne connaît pas encore le sens des mots qu'il emploie. Son ba-be-bi-bo-bu traduit ce jeu sur les sons, comme fait le poète, car ce n'est pas par hasard que Mallarmé a écrit « Abeli-bibelot d'inanité sonore ». Mais le poète, littéralement, fait l'amour avec la langue, d'où s'ensuit que le poème est, à la fois, retour à l'enfance et jeu amoureux. Et encore une fois, les poètes l'ont su avant les linguistes. Mais bune-moi ma pouponne. Cependant que papa s'en est allé au champ, et ne le sausa pas, il a mené ses gens. Bune-me donc, maman, puis qu'il n'y a pas sonne. Ayant frayé l'œillet de ta lèvre bessonne, je me veux regarder en tes beaux yeux luisants, car ce sont les bisoirs des amoureux enfants. Après, je me desais ta gauche, ma menonne. Soudain, je léchesais ton joli étain, puis je chatouillesais ton beau petit tounin. Maintenant de ma pine hors de ma menotte. Si tu n'accodes à moi le folâtre de garçon, guessissant mon bobo, agadé, tu es sotte. Car l'amour se fait mieux en langage enfançon. La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Romane Jacobson, 8e émission, La sonorité poétique, avec des déclarations de Romane Jacobson, Mitsurona et Robert Georgin. Les textes de Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Marc Lafrise de Papillon, Raymond Queneau, Paul Valéry et Paul Verlaine étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Roland Fortan et Paul Cougiac. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. Vous venez d'entendre la 8e d'un hommage à Romane Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 26 novembre 1977. À suivre. Et d'ici là, à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.